Je tiens à remercier d'abord la BNU de s'être associée à la célébration du 5e centenaire de la mort de Sébastien Brandt. Je tiens en particulier à remercier M. Christophe Didier, conservateur de la BNU, qui a participé à la préparation de ce cycle de conférences, dont la mienne sera donc la troisième et avant-dernière, après celle de M. Georges Bischoff le 10 février, sur les habitudes culinaires à l'époque de notre humaniste, et celle de Mme Carole Werner, le 25 mars, sur les rimes de la Nef des Fous et la démonstration que la langue de Brandt était bien alémanique. Le cycle se terminera le 10 mai prochain, date officielle du 5e centenaire, puisque Brandt est décédé à Strasbourg précisément le 10 mai 1521, comme nous allons le voir tout à l'heure. La dernière conférence sera prononcée par M. Frédéric Barbier, actuellement sans doute le meilleur spécialiste de Brandt en France et auteur en 2018 du livre dont nous voyons ici la couverture, Histoire d'un livre, La Nef des Fous, de Sébastien Brandt. Ce sujet, le livre L'Histoire d'un livre, La Nef des Fous, nous ramène immanquablement à Johannes Gutenberg, décédé à Mayence en 1468, alors que Sébastien Brandt n'avait qu'une dizaine d'années. Sans l'invention de l'imprimerie, La Nef des Fous n'aurait jamais connu un succès international. Grâce à ce livre hors du commun, paru en 1494 à Bâle et rapidement traduit en latin et en plusieurs langues non savantes, Brandt fut le premier poète germanophone à être traduit en français, subsidiairement le premier poète alsacien à acquérir une célébrité internationale. Certains vont jusqu'à le considérer qu'il est aujourd'hui l'Alsacien le plus illustre de tous les temps. Il est évidemment difficile d'établir un tel palmarès. Force est de constater que c'est un Alsacien qui a fait rayonner sa région dans le monde entier et qui mérite bien qu'on célèbre le 5e centenaire de sa mort. Cette célébration intervient 3 années après celle des 550 ans de la mort de Gutenberg, événement qui donna lieu à de nombreuses manifestations et publications. À ce propos, je tiens aussi à remercier l'espace européen Gutenberg, autre partenaire de la célébration du 5e centenaire de la mort de Brandt. Le troisième partenaire est l'Arche, mon unité de recherche à l'Université de Strasbourg, acronyme pour Art, Civilisation et Histoire de l'Europe. Comme l'Alsace est la région la plus bilingue de France, je voudrais attirer l'attention de ceux qui comprennent l'allemand sur un autre cycle de conférences qui se déroule parallèlement à Bâle, également en visioconférence. Il est organisé par ma collègue bâloise, Tina Terrar, et se déroule en allemand. Pour obtenir le lien pour suivre en direct là-bas, il suffit d'écrire au préalable à ce courriel que vous voyez et que vous retrouverez aisément sur le site de l'Université de Bâle, donc Medievistik Germa Unibas CH. Ce cycle bâlois comprend 13 conférences entre le 3 mars et le 25 mai. La 6e conférence a lieu en même temps que celle-ci, si vous m'écoutez en direct. Dans les deux cas, vous pourrez vous rattraper grâce au podcast. Les conférences d'ici sont diffusées sur la chaîne YouTube de la BNU que vous connaissez forcément si vous m'écoutez en ce moment. Le programme que vous voyez est téléchargeable sur le site de l'Université de Bâle. La célébration du 5e centenaire de la mort de Brandt ne s'arrêtera pas en mai, car il est prévu un grand colloque international à Strasbourg les 4 et 5 octobre prochains. Ce colloque réunira les meilleurs spécialistes mondiaux et se déroulera à la fois en allemand et en français. Il était initialement prévu pour le mois de mai, mais a dû être reporté pour les raisons que vous savez. Nous espérons pouvoir dévoiler bientôt l'épitaphe de Brandt après sa restauration, j'y reviendrai. Ma conférence s'intitule « La famille de Brandt, une grande dynastie strasbourgeoise ». Elle va nous faire voyager dans le temps de l'arrivée du meunier Diebold Ier, vers 1400 en Alsace, à la mort du banquier Johann Daniel III en 1759.
Nous voyons ici 11 générations successives de représentants de la principale lignée masculine avec leurs épouses respectives. Le premier, Thibaut en français, est l'arrière-arrière-grand-père de l'auteur de la Nef des Fous. Il s'appelait Diebold, non seulement en allemand, mais également dans les documents latins. Pour sa part, Johann Daniel III, ou si on veut, Jean Daniel en français, est l'arrière petit-fils du poète. Il s'appelait encore Johann Daniel, malgré l'annexion de Strasbourg à la France en 1681, 8 ans avant sa naissance. Durant toute la période française, toute la première période française, l'Alsace continuait à parler majoritairement en allemand et à écrire majoritairement en allemand, notamment les pasteurs, auxquels nous allons nous intéresser. Il tenait des registres paroissiaux avec les naissances, les mariages et les décès de la population protestante à Strasbourg. Ce sont en premier lieu ces livres qui nous permettent de reconstituer avec précision l'arbre généalogique de Sébastien Brandt jusqu'à l'extinction de sa dynastie en lignée masculine à Strasbourg. Nous allons voir que notre poète compte encore de nombreux descendants en lignée féminine et même un aussi illustre que lui-même, mais ces descendants ne s'appellent évidemment en lignée féminine, ne s'appellent évidemment pas Brandt puisque seuls les hommes transmettaient leur patronyme à cette époque, d'où justement le terme de patronyme en latin nom du père. Si j'évoque les seuls pasteurs protestants, vous vous dites sans doute que Sébastien Brandt était l'un des premiers adeptes de Luther. Le père de la Réforme avait affiché ses célèbres thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517, 3 ans et 7 mois avant la mort de Sébastien Brandt. En fait, notre poète n'a pas eu le temps de choisir son camp religieux avant de mourir. La ville de Strasbourg n'adoptera la Réforme qu'en 1525, 4 ans après la mort de Brandt, et ne deviendra protestante officiellement qu'en 1532, avec l'adhésion à la confession d'Augsbourg. Cependant, tous les descendants de Brandt, Sébastien Brandt, jusqu'à l'extinction de la dynastie locale en lignée masculine, embrasseront la Réforme et demeureront fidèles à cette religion, même après l'arrivée des catholiques français et l'expulsion des protestants de la cathédrale en 1681. C'est pour cette raison qu'il faut compulser les registres protestants si on veut travailler sur la famille de Sébastien Brandt. On trouve les Brandt dans toutes les paroisses protestantes de Strasbourg, celle de Saint-Nicolas, celle de Saint-Guillaume, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Jeune, Saint-Thomas et celle de la cathédrale jusqu'à l'expulsion dont je viens de parler, ensuite dans celle du Temple Neuf. Comme vous le voyez, certaines dates sont incertaines ou manquent complètement. Le slash entre deux dates signifie ici « entre ». Le fils du poète, il s'appelait Onufrius, est par exemple né entre 1485 et 1490 et mort entre 1546 et 1549. S'il existe quelques incertitudes pour lui, c'est que les registres paroissiaux ne commencent que vers 1550 et d'abord seulement pour les naissances et les mariages. Ce n'est qu'un siècle plus tard que l'on se met à enregistrer systématiquement les décès. Ce sont les 3 grands événements que ces registres font apparaître, donc les naissances, les mariages et les décès. En réalité, le registre ne consigne généralement que les baptêmes et non les naissances, mais comme on baptisait les enfants très rapidement après leur naissance, cela nous suffit. La date de naissance approximative peut être induite à partir de celle du baptême, à quelques jours près. Pour le mariage, nous avons 2 dates, la publication des bans et la célébration de l'union, pas toujours dans la même paroisse d'ailleurs. Pour le décès, les registres précisent souvent aussi la date et le lieu de l'enterrement. Les notices sont extrêmement stéréotypées. Pour les baptêmes, nous avons généralement la formule date, prénom de l'enfant, prénom et patronyme du père, parfois son métier, parfois le prénom de la mère, mais pas toujours.
Je vais évidemment pas vous montrer toutes les notices que j'ai compulsées moi-même, mais je vais vous montrer l'une des notices les plus anciennes, celle de Maria Richthofen, que vous voyez ici au milieu à droite. Elle a été baptisée très précisément le 14 septembre 1558 à l'église Saint-Nicolas, donc quelques 8 années après que les pasteurs se soient mis à consigner les baptêmes. Elle épousera Bernard Ier, que vous voyez en 7e position. C'est l'arrière-petit-fils du poète, et elle deviendra avec lui mère de 6 enfants. Si le slash de ma notice pour elle n'a pas de date à droite, ça s'arrête en 1629, c'est parce qu'on ignore la date de décès de cette épouse. Elle régla la succession de son mari, donc Bernard décédé justement vers 1629, en tout cas avant, elle signa de sa main pour la dernière fois un contrat le 10 février 1629, et ensuite elle disparaît en quelque sorte de nos radars. On ne sait pas ce qu'elle adviendra. Elle avait alors 71 ans, un âge fort avancé pour cette époque. Elle n'a donc pas survécu à son mari très longtemps. On peut supposer qu'elle n'a pas eu plus de 90 ans en tout cas. Mais en généalogie, on préfère la prudence et laisse la question de la date de décès ouverte avec ce type de slash. Donc elle n'a pas vécu au-delà de 1650, ça c'est sûr. Si nous considérons la naissance d'Onofrius, dont je parlais tout à l'heure, c'est le grand-père du mari de Maria Richthofen, cette date de naissance est incluse dans un aval de 5 ans, comme je viens de vous le dire. Nous savons que Sébastien Brandt se maria en 1485, et cette indication est considérée comme un repère suffisamment sûr pour établir une limite haute pour la naissance de son fils aîné. Notre poète est considéré comme un honnête homme qui n'engendrait pas de bâtard en dehors de l'union sacrée du mariage. En tout cas, c'est notre point de départ. La limite inférieure est induite par l'inscription de son fils à l'université de Tübingen en 1505. Donc on suppose qu'il avait à ce moment-là au moins 15 ans pour commencer des études. Aujourd'hui, on a même un peu plus quand on s'inscrit à l'université de Strasbourg. Donc d'où l'intervalle que j'ai évoqué tout à l'heure, 1485-1490, dans le tableau. Onufrius, cependant, représente un petit casse-tête généalogique pour la recherche brandtienne, car son père était professeur de droit à Bâle, et il inscrivit son fils dès 1492 dans cette université. Onufrius avait donc, si vous avez suivi mon raisonnement, maximum 7 ans à cette époque, lors de cette inscription, peut-être même moins. Il est donc à peu près évident que Onufrius ne chauffait pas les bancs des amphis de Bâle à côté de des autres étudiants. Il doit donc s'agir d'une inscription purement formelle, soit peut-être d'un enfant né hors mariage. Cela a été envisagé aussi. C'est une hypothèse peu probable, même improbable, eu égard à la rigueur morale que Sébastien Brandt préconise dans La Nef des Fous. Alors, s'il s'en tenait à sa propre morale, tout cela se paraît un peu improbable. Mais n'allons pas plus loin dans la médisance en cette année de célébration du 5e centenaire de sa mort. Revenons à celle dont je parlais tout à l'heure, Maria Richthofen, dont la famille remonte peut-être à Richthofen, et à nos recherches généalogiques. Tous les registres paroissiaux de Strasbourg sont conservés aux archives de la ville de l'Eurométropole de Strasbourg, ceux des autres communes du Bas-Rhin aux archives départementales. Ce n'est toutefois pas nécessaire de se déplacer pour les consulter, car ils ont été numérisés et mis en ligne grâce à une application qui s'appelle Adeloc, dénommée d'après le 27e évêque de Strasbourg. C'est cet Adeloc qui décida la construction de l'église Saint-Thomas quelques années après la mort de Charlemagne. Donc ça remonte. En temps normal, le public peut admirer son magnifique sarcophage dans la partie sud de l'église Saint-Thomas, au pied de l'épitaphe de Sébastien Brandt. Voilà.
donc, sur laquelle je reviendrai. Ici, nous voyons 7 notices de baptême relatives à l'année 1558 à Saint-Nicolas. Donc celle de Maria Richofer est en bas à droite. Et nous allons voir ça en plus grand, à quoi ça peut ressembler. Voici un agrandissement de cette notice, la 7e des 2 pages. En bas 66 à gauche, den 17. September ist getauft worden, Maria Jakob Richhofers Tochter und ist Gevater gewesen, Magister Niklaus Pferd, etc. Je traduis 66e, c'est tout simplement 66e baptême de l'année 58 à Saint-Nicolas. Le 17 septembre, Maria, fille de Jakob Richofer, on n'a pas son métier, a été baptisée et les parrains furent maître Nicolas Pferd. Je vous passe les autres parrains et marraines. Dans cette notice, le pasteur n'a pas pris la peine de signaler le nom de la mère. Il est néanmoins possible d'identifier cet enfant à la jeune fille, homonyme, donc elle s'appellera toujours Maria, qui se mariera 27 ans plus tard, car le nom du père de la mariée est toujours spécifié. Donc il va toujours s'appeler Jakob Richofer. Donc c'est bien la même fille. Voilà en préambule une rapide initiation au travail des généalogistes. On va pas aller plus loin pour les registres paroissiaux. Vous vous demandez peut-être comment établir en tant que généalogiste le lien entre une nouvelle-née baptisée à l'église Saint-Nicolas et une jeune fille mariée à la cathédrale 27 ans plus tard. Pour cela, les généalogistes s'appuient sur les index alphabétiques établis par les pasteurs à la fin du registre. Sans ces index, le travail serait nettement plus compliqué. Le registre dont est extraite cette notice couvre par exemple 17 années de baptême à l'église Saint-Nicolas. Pour trouver le baptême d'une épouse Brandt, il faut donc consulter jusqu'à une dizaine de registres paroissiaux. On fait le tour de toutes les paroisses, 20 à 30 ans avant les noces. Si les parents de la mariée sont strasbourgeois, on peut établir un portrait relativement précis de la belle famille. S'ils sont immigrés, leur arrivée est en principe notifiée dans les livres de bourgeoisie, qui sont une sorte de registre de naturalisation. Et ensuite, c'est plus difficile de remonter plus loin s'ils viennent d'ailleurs. Maintenant que vous avez vu la méthodologie, je vous propose de remonter aux origines. Donc, au numéro 1 des Brandt. Revoici les 11 générations que nous allons essayer de survoler en 1 heure. Sur le fondateur de la dynastie, Diebold Ier, nous ne savons quasiment rien, à part son nom. Il n'est même pas sûr qu'il soit vraiment l'arrière-arrière-grand-père de notre poète, car son existence n'est signalée que dans 2 documents généalogiques, documents tardifs du XVIIe siècle. Il n'est pas exclu que les auteurs de ces documents aient confondu des homonymes, car si nous nous fions à leurs témoignages, cette dynastie avait une forte prédilection pour le prénom Diebold pendant plus d'un demi-siècle. Ils sont ensuite passés à Sébastien, pour les raisons que nous pouvons comprendre. À mesure où la célébrité du poète s'estompa, ils passèrent à Bernard pour finir avec Johann Daniel. Le choix d'Onofrius, un nom qui n'est attesté que 2 fois dans la dynastie Brandt, et peut-être nulle part ailleurs à Strasbourg en dehors de cette famille, s'explique par l'origine de la mère. Sébastien Brandt se maria avec Elisabeth Burgis, fille d'un coutelier de Bâle, pendant qu'il était professeur à l'université d'Aba. Saint Onofrius est un ermite égyptien de l'Antiquité, et il était surtout vénéré à Munich et à Bâle. Donc c'est pour ça que Brandt a sans doute choisi ce prénom un peu curieux. En baptisant son fils ainsi et en consacrant des poèmes latins à ce saint Onofrius, Sébastien Brandt a contribué à populariser le prénom Onofrius et à en accroître la notoriété. Voici la description la plus ancienne sur l'origine de la dynastie Brandt. Et la notice fait peur, sans doute, quand on la voit ainsi. Nous la trouvons dans un volume provenant des archives de Saint Thomas, d'où la cote AST, Archives Saint Thomas.
L'auteur de la notice résume un volume plus ancien qui est aujourd'hui perdu. Donc on n'a que le résumé généalogique et pas le volume initial malheureusement. Comme ces extraits vont jusqu'en 1645, on peut penser qu'ils ont été consignés cette année-là. Il y a lieu de douter de la fiabilité des indications données, car la notice commence par « Sébastien Brandt est fourni d'entrée une année de décès erronée ». Vous voyez à gauche la transcription des 2 premières lignes avec la résolution des abréviations entre crochets. Donc tout est abrégé, c'est très compliqué. Le texte est mi-allemand, mi-latin. Je vous lis là un peu ce charabia. Sebastianus Brandt, Juris Utriesque, Doctoris Kanzler und Advocat der Stadt Straßburg, obéit anno 1520. Je dis en français, et dans la marge on a 1521, hat eine Frau zu Basel, Elisabeth Tam, Bourgin zur Ehe genommen, et il est ajouté entre la ligne 1485, heureusement qu'on a cette date. Ça nous permet d'établir la date de naissance approximative de leur fils aîné, und mit ihr 7 Kinder bekommen. Certains d'entre vous ont sans doute compris, mais je traduis en français. Sébastien Brandt, docteur des 2 droits, donc 2 droits doublement, il maîtrisait 2 droits, c'est-à-dire le droit canonique et d'autre part le droit civil. Il était chancelier et avocat de la ville de Strasbourg. Il mourut en l'année 1520. On est un peu en retard pour la célébration du 5e centenaire de sa mort. Il avait pris pour épouse à Bâle Elisabeth Burgin en 1485 et eut 7 enfants avec elle. Fin de citation. Donc la marge, quelqu'un a corrigé la date de décès en 1521. C'est écrit en tout petit, mais on le voit bien. Peut-être que celui qui a ajouté ça connaissait l'épitaphe de saint Thomas. L'erreur de date. 1520 plutôt que 1521. L'erreur de date remonte à un livre de portraits paru à Strasbourg en 1587, donc 67 années après la mort du poète. L'erreur, comme ça arrive souvent dans l'histoire des livres, l'erreur s'est perpétuée, s'est reproduite de livre en livre jusqu'au début du XIXe siècle, car l'épitaphe qui aurait pu corriger l'erreur appartenait longtemps à la famille Brandt. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de corriger l'erreur. Enfin, Sébastien Brandt est bien mort en 1521. Sinon, nous n'aurions pas célébré, évidemment, le 5e centenaire de sa mort cette année. Voici le passage de la notice qui concerne les premières générations de la dynastie. Nous n'allons pas tout voir, je prends que l'essentiel. Voici la traduction. Donc, Dr. Brandts Vater war Diebold Brandt der Jüngere, liegt zu St. Niklaus begraben, etc. Je passe l'inscription en allemand que vous pourrez lire. Je passe à la traduction française. Le père du docteur Brandt était Diebold Brandt le Jeune, mort en 1468. Il est enterré à Saint-Nicolas. Sa femme Barbara, fille de Hans Rieker, mourut en 1506 et est également enterrée à Saint-Nicolas. Le grand-père était Diebold Brandt. Ils s'appellent tous, ils ont tous le même nom. Le grand-père était Diebold Brandt et lui, il avait 2 épouses. Il fut enterré à Saint-Nicolas et mourut en 1425. Il eut avec l'une des épouses, Margaretha Stolhof, Diebold Brandt l'Ancien et Diebold Brandt le Jeune. L'arrière-arrière-grand-père était Diebold Brandt. Il avait un moulin à Spire. Il le donna en fief à l'empereur Sigismond, et partit avec lui, avec l'empereur, au-delà des montagnes. En allemand, c'est zog mit ihm über Berg. C'est pas très précis. Ensuite, donc après le voyage avec l'empereur, visiblement, il épousa une femme de la famille Säckingen et ils furent enterrés à Saint-Pierre-le-Jeune. Alors Säckingen, on les connaît un petit peu, c'est une famille de Strasbourg. Donc il a atterri à Strasbourg après ce long voyage au-delà des montagnes. Si cette notice est exacte, Sébastien Brandt avait un oncle aussi nommé Brandt, Diebold l'Ancien, et celui-ci serait le frère aîné de son père, Diebold le Jeune. Autrement dit, le grand-père de Sébastien Brandt, également prénommé Diebold, aurait donné son propre nom à 2 fils différents. Donc il aurait eu un fils Diebold et quelques années plus tard, alors que le premier fils était encore en vie, il aurait donné le même nom à un autre fils.
Tout cela, ça me paraît un peu suspect personnellement, car on ne prénomme pas deux frères de la même façon, parce que ça prête à confusion, même pour se mettre à table et pour la vie quotidienne. Alors, les deux frères supposés sont attestés comme membres du Grand Sénat pour la corporation des gourmets. Alors, les gourmets s'appelaient en allemand à l'époque Wien-Sticher. La famille tenait en fait une auberge dans la rue d'Or, au numéro 14. Et on sait le numéro grâce aux registres fiscaux, évidemment. L'auberge s'appelait Zum Goldenen Löwen. Je crois que le nom n'est pas indiqué ici, mais on va le voir tout à l'heure. Zum Goldenen Löwen signifie en français le lion d'or. C'était ainsi qu'ils avaient appelé leur auberge, dans la mesure où ça se trouvait dans la rue d'Or. Cette auberge a existé pendant plus d'une centaine d'années, au moins jusqu'au début du XVIe siècle, jusqu'au-delà de la mort de Sébastien Brandt. Elle semble avoir fermé quelques années après la mort de Sébastien Brandt. Il y avait grandi enfant et il y est sans doute né aussi, car faute de clinique obstétrique, les femmes accouchaient normalement à leur domicile, mais nous ne savons pas s'il est réellement né dans cette auberge ou quelque part ailleurs à Strasbourg. Donc nous avons deux Diebold qui sont supposés frères, Diebold der Jüngere, Diebold der Ältere, Diebold le Jeune. Il est cité dans les registres du Sénat. Il est un membre pour les aubergistes dès 1439, donc le frère cadet d'abord, et ensuite le frère aîné, Diebold l'Ancien, Diebold der Ältere. Il est membre un peu plus tard, en 1451 et 1465. Donc ça peut être le père ou le fils, ça peut être des cousins, c'est très difficile à dire, mais visiblement Diebold der Ältere, il serait au moins un peu plus âgé que l'autre. On a donc deux homonymes qui appartenaient à la même génération. Je les soupçonne cependant d'être non pas frères mais cousins, car il existe un cinquième Diebold à cette époque, et tout cela accroît bien entendu la complexité généalogique. Voici comment la notice se termine si nous la traduisons. Donc, vous voyez, c'est toujours cette même écriture un peu illisible. Dessen zweiter Sohn, Hans Brandt der Älter, zeugte zwei Söhne, Hans Brandt und Diebold, die sich Speyerer genannt. Dieser war der erste Edelmann in der Branden-Geschlecht, den man Junker hieß, als nochmals also später alle Speyerer nicht mehr wollen Branden geheißen werden. Letzius alias Alexius Brandt, Hansen des jüngeren Sohn, genannt Speyerer, war der letzte, der sich Brandt nannte, von Speyer, nahm Jakob von Hochberg, Medici, Tochter. Alors, en français, ça donne ceci. Si je retrouve mes notes. Le second fils de celui-ci. Alors, celui-ci, c'est notre meunier de Spire dont nous avons déjà fait connaissance tout à l'heure. C'est donc le supposé fondateur de la dynastie. Le second fils de celui-ci, Hans Brandt l'Ancien, engendra deux fils, Hans Brandt et Diebold, qui s'appelaient Spirer. Alors, en français, Spirer, c'est celui de Spire, un habitant de Spire, originaire de Spire en tout cas. Celui-ci était le premier noble de la dynastie des Brandt. On l'appelait Junker. En français, ça donne à peu près un hobereau. Quand plus tard, tous les Spireurs refusèrent de s'appeler Brandt. Letzius ou Alexius Brandt, le fils de Hans le Jeune, surnommé Spirer, était le dernier à s'appeler Brandt de Spire. Il épousa la fille du médecin Jakob de Hochberg, donc nous ne savons rien. Ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu. Moi aussi, ainsi que tous les généalogistes avec qui j'ai essayé de résoudre cette quadrature du cercle. Et on croit ce récit. Le meunier avait donc deux fils. D'une part, il avait l'aîné Diebold qui s'installa dans le quartier Saint-Nicolas, se lança dans la Restauration et devint le grand-père de notre poète. Et on a ensuite la lignée cadette. Le cadet Hans, lui, fonda une dynastie, une branche parallèle, et il eut un fils qui réussit à se faire anoblir.
Après cet anoblissement, qui a dû intervenir avant la naissance de notre poète, qui était un simple fils d'aubergiste, ce Diebold-là eut visiblement honte de ses racines roturières, car il se dota d'un nouveau patronyme, Spirer. Il se renomma, il voulait plus s'appeler Brandt. Ce patronyme Spirer faisait référence à l'origine du grand-père, donc le meunier de Spire, qui était meunier à Spire avant d'arriver à Strasbourg. Donc, si je résume, la branche cadette a rejeté le patronyme Brandt pour s'appeler Spirer et la branche aînée a conservé le patronyme Brandt. C'était les aubergistes. La branche cadette a donc sans doute jugé que le patronyme Brandt était trop commun, c'était pas assez bien pour eux. Le dernier d'entre eux, Alexius, il a épousé une fille issue de la bonne société, pas simplement des aubergistes, puisque son père était médecin, comme c'est rappelé dans cette notice. Alors, selon mes recherches, la branche des anoblis, la branche cadette, s'éteignit au début du XVIe siècle, alors que celle des roturiers, les Brandt, prospéra à Strasbourg jusqu'en 1759, sans jamais parvenir à intégrer la noblesse. Avant de passer aux générations suivantes, je tiens à vous montrer aussi le seul autre témoignage de l'existence de ce meunier légendaire, un fondateur appartenant peut-être au mythe. Il s'agit ici d'une page issue du Trésor d'Ali Baba des généalogistes strasbourgeois. La BNU possède un manuscrit extrêmement précieux acquis en 1871 avec la collection Heitz, juste après le grand incendie de l'ancienne bibliothèque municipale. Le volume se compose de 236 feuillets. Chaque feuillet dresse un arbre généalogique d'une famille illustre de Strasbourg. Alors les Brandt, ils y sont évidemment aussi. Le manuscrit s'intitule Collectanea Genealogica, ça veut dire tout simplement recueil généalogique. Le manuscrit comporte aujourd'hui la cote MS 1058, si vous voulez le consulter dans la salle du patrimoine. Ce manuscrit a été entièrement numérisé, mais pas encore mis en ligne. Et M. Bornemann m'a dit que ça allait se faire relativement vite. Ça dépend des Parisiens de Gallica. Ce manuscrit est exploité avidement par les généalogistes du monde entier, mais n'a jamais fait l'objet ni d'une description scientifique approfondie, ni, a fortiori, d'une édition critique. J'ai, l'an dernier, failli convaincre un brillant étudiant américain d'y consacrer une thèse, mais cet Américain a finalement choisi une autre voie et je respecte évidemment son choix. Si parmi les auditeurs d'aujourd'hui, quelqu'un s'intéresse tout particulièrement aux grandes familles de Strasbourg, sachez que le sujet est à nouveau libre. Avant d'entrer dans le détail du texte, vous conviendrez avec moi que cette présentation que vous voyez est bien plus lisible que la précédente. Le recueil inclut des événements allant jusqu'à 1660 environ. Il est donc un peu plus jeune que la notice que je viens de vous montrer tout à l'heure. Les deux documents concordent, mais celui-ci de la BNU est bien plus complet. Alors, donc, on va regarder ce qui est en haut et on va regarder plus tard ce qui est en bas. Nous allons nous intéresser d'abord aux notices figurant à l'entête de la page. Donc, je vais agrandir ce que vous voyez ici, entouré en rouge. Voici l'entête de la page. Je lire les différentes notices au fur et à mesure. Diebold hatte eine gute Mühle zu Speyer, die gab er König oder Kaiser Sigismund zu lehen, zog mit ihm über Berg, nahm hiernach eine von Säckingen, beide liegen zum jungen St. Peter. Cela signifie en français. Diebold avait un bon moulin à Spire, il le donna à Sigismond, on a cette fois-ci seulement un cas, et partit avec lui au-delà des montagnes. Ensuite, il prit pour épouse une femme de la famille Säckingen.
Ils sont tous deux enterrés à Saint-Pierre-le-Jeune. Fin de citation. Alors, si vous vous souvenez de ce que je vous ai lu tout à l'heure, le texte est tellement proche de l'autre que l'on dirait soit une copie directe, soit éventuellement une copie du volume perdu que l'autre auteur résumé. Le titre de Sigismond est cette fois abrégé en K, donc en allemand, et cela pourrait signifier ou bien roi et non plus empereur. Et ça collerait un peu mieux. Sigismond, il n'y en a qu'un seul. Il s'agit de Sigismond de Luxembourg, couronné d'abord roi, König, roi de Hongrie en 1387, roi des Romains en 1411 et enfin empereur Kaiser des Romains en 1433. Si l'arrière-grand-père de notre poète, oncle Meunier, quitta réellement son moulin à Spire pour suivre Sigismond et ensuite fonder une famille à Strasbourg, il le fit relativement tôt, car son petit-fils, donc le père de Sébastien, était membre du Grand Sénat en 1439, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc le père de Sébastien Brandt avait à ce moment-là au moins 20 ans, sinon on ne rentrait pas au Sénat, et il avait certainement beaucoup plus pour être sénateur. Aujourd'hui, les sénateurs ont plutôt plus de 60 ans, voire bien plus. Cela ramène le départ hypothétique de Spire à la fin du XIVe siècle, voire le milieu du XIVe siècle, si ce départ a réellement eu lieu. Donc là, on va s'intéresser à Sigismond. À ce moment-là, il était tout au plus roi des Hongrois et même pas roi des Romains et encore moins empereur des Romains. Donc Sigismond s'est bien rendu au-delà des montagnes. Au début de sa vie, il est allé à Zagreb, on peut considérer que c'est au-delà des montagnes. Il y est allé dès 1387, après son couronnement comme roi des Hongrois. Mais à cette époque-là, il n'a nullement fait un crochet par Spire pour emmener un meunier. Donc tout cela, ça ne concorde pas. C'est pourquoi la recherche envisage la confusion avec un autre empereur. Ce serait plus du tout Sigismond, même si les deux notices l'indiquent. Il y a d'autres empereurs qui, évidemment, sont allés à Spire bien plus tôt au cours du XIVe siècle. Autrement dit, pour résumer, les généalogistes amateurs du XVIIe siècle étaient, comme vous et comme moi, et comme tous les autres aujourd'hui, ils étaient complètement perdus. Ils ont en fait bricolé un arbre généalogique à partir d'informations éparses, glanées, ça et là, et ils ont essayé de reconstituer un peu l'origine des choses. Comme nous allons le voir, la famille Brandt se servait d'une roue à aubes comme emblème depuis le milieu du XVe siècle, et certains d'entre eux s'appelaient en effet spireurs, mais le récit sur le départ du meunier de Spire pour accompagner Sigismond dans un grand voyage au-delà des montagnes relève peut-être du pur mythe. Les descendants de Sébastien Brandt s'étaient peut-être forgé un mythe familial, et ce mythe familial s'inspira peut-être, j'ajoute beaucoup de peut-être parce que nous ne savons rien, s'inspira peut-être d'Énée, le célèbre Énée troyen qui quitta un jour Troie pour fonder une nouvelle dynastie à Rome, ou peut-être d'un autre mythe tout aussi célèbre, le mythe Francus, parti lui aussi de Troie pour fonder, parti lui aussi de Troie, mais pour fonder la nation des Francs au bord du Rhin. Donc là, dans la famille Brandt, ils ne sont pas partis de Troie, mais de Spire, et leur destination n'était pas Rome, mais Strasbourg. Pour distinguer les représentants homonymes de la dynastie, et vous avez constaté qu'ils sont nombreux, le généalogiste est obligé de recourir au même principe qu'avec les dynasties royales. Le meunier est donc appelé Diebold Ier, le père de notre poète Diebold III par exemple. Nous ignorons quelle carrière Diebold Ier embrassa après son arrivée à Strasbourg. Il est seulement dit qu'il se fit enterrer à Saint-Pierre-le-Jeune. Donc c'est l'église qui se trouve entre le quai Schœflin et la place Broglie, à ne pas confondre avec Saint-Pierre-le-Jeune catholique ou Saint-Pierre-le-Vieux. J'espère que les auditeurs d'aujourd'hui connaissent bien Strasbourg.
Sinon, je vous invite à découvrir les belles églises de notre ville, qui n'a pas que la cathédrale à montrer aux touristes. Le meunier Diebold fut donc enterré loin de l'auberge au Lion d'Or, dont le premier propriétaire avéré est Diebold II, fils du meunier. Dans la ligne inférieure, nous trouvons ses deux fils, Diebold à gauche et Hans à droite. Je pense que vous arrivez à le distinguer. Hans est donc l'ancêtre de la courte lignée anoblie. Le fils aîné du meunier, donc Diebold II, aurait été le premier aubergiste au Lion d'Or et il aurait été marié 2 fois en secondes noces à une fille issue d'une famille Stolbel. Alors, je vous lis, donc là en haut, en latin, c'est marqué ex secundo, c'est toujours un mélange de latin et d'allemand, mais là c'est en latin, ex secundo matrimonio cum Margareta Stolbelin. Alors, il se trouve que dans l'autre document, cette belle famille s'appelait pas Stolbel, mais Stollhof. Alors, le nom Stollhof s'explique beaucoup mieux car Stollhofen est un village allemand en face de Drusenheim, alors que Stolbelin, Stolbel est un nom qui veut strictement rien dire. En haut à gauche, nous trouvons un ajout, c'est ce que je viens de vous lire. L'auteur de la notice s'est rendu compte que Mme Stolbel se prénommait Margareta. Il a donc précisé avec une flèche. Et donc l'ajout signifie en seconde noce, Margareta Stolbel. Donc Stolbel, à mon avis, c'est une erreur de copie pour Stollhof. Alors, il écrit Stolbelin. À l'époque, la terminaison in était très très courante pour les femmes. Une fille ou une femme d'un Brandt était donc évidemment une Brandin. On trouve aussi parfois une Brendin avec umlaut. L'auteur de la notice s'est aussi rendu compte qu'il avait carrément oublié toute une génération. Donc il y a des flèches et des corrections. Avec tous ces homonymes, on comprend qu'il se trompe parfois. Initialement, il avait présenté Sébastien Brandt non pas comme l'arrière-petit-fils, mais comme le petit-fils du meunier. Il corrigea son erreur en ajoutant un 3e Diebold. Voici comment il présente le père du poète. C'est la ligne que vous avez là. Diebold Brandt auch wird zum güldenen Löwen, Uxur Barbara, Filia, Hans Rickers, Ileobeite, l'autre dit, etc., liegen beide zu St. Niklaus zwischen 1566 unter welchen Sebastianus? Point d'interrogation. Diebold, en français, donc Diebold, également aubergiste au Lion d'Or pour la 2e génération, marié à Barbara, fille de Hans Rieker, lui décéda en 1468, le jour des 3 rois, elle en 1506. Ils gisent tous les deux à Saint-Nicolas. Fin de citation. Grâce à l'autre notice, nous savons en fait déjà tout cela, sauf ici on a une indication supplémentaire, la date précise de décès de l'aubergiste. Qui est le jour des 3 rois, donc la fête de l'Épiphanie, à savoir le 6 janvier. Sébastien Brandt perdit donc son père très jeune, vers l'âge de 10 ans ou 11 ans. La fin de la notice est d'une très haute importance généalogique pour le destin de Sébastien Brandt, mais jusqu'ici, personne n'a réussi à la déchiffrer avec certitude, notamment le premier mot. C'est pour ça que j'ai mis des croix. Il pourrait s'agir d'une abréviation de la préposition zwischen, en français entre, mais cette interprétation ne donne pas vraiment de sens si on lit la suite comme l'année 1566. Les 3 derniers mots semblent signifier sous lesquels Sébastien, unter welchen Sebastianus. Nous allons voir que Sébastien Brandt fut enterré dans la cathédrale, mais en 1608, son arrière-petit-fils, Diebold VI, selon mes comptes, récupéra l'épitaphe. L'année 1566
pourrait être celle du transfert de la dépouille du poète de la cathédrale à Saint-Nicolas, église à laquelle les aubergistes étaient rattachés. Cette église se trouvait à 2 pas de l'auberge et les parents du poète y étaient déjà enterrés, donc tout cela serait logique. Si en 1566 on commençait à dégager la cathédrale des vieux ossements, il est possible que Sébastien Brandt fût à ce moment-là transféré dans sa paroisse natale pour être inhumé à côté de ses parents. Il est néanmoins curieux que la notice précise apparemment qu'il se trouve sous Diebold III et Barbara. Je lance donc un appel solennel à l'auditoire. Si quelqu'un est plus fort que moi en déchiffrement des gribouillis du XVIIe siècle, nous arriverons peut-être à élucider le mystère concernant le dernier sépulcre de l'un des Alsaciens les plus illustres de tous les temps. Voici en haute résolution un agrandissement du nœud gordien. Peut-être la BNU pourrait-elle mettre ce passage en ligne et lancer un avis de recherche aux amateurs. Grâce aux documents étudiés, nous avons réussi à établir avec quelques certitudes les 4 premières générations. On a d'abord un meunier, on a ensuite 2 générations d'aubergistes et de sénateurs, puis un juriste qui fit carrière à Bâle et qui acquit une célébrité internationale grâce à une satire sur la folie de son temps. La Nef des Fous devint tellement populaire que Jean Geiler de Kaysersberg, l'illustre prédicateur de la cathédrale, laissa carrément de côté la Bible, sachez un petit peu, pendant 2 ans au profit de ce texte moralisateur afin de bâtir ses prêches. Comme la Nef des Fous comporte 112 chapitres, il y avait assez de matière pour environ 2 années de sermons à raison d'un chapitre par dimanche. Pendant que Geiler prêchait la morale à Strasbourg en s'appuyant sur la Nef des Fous et sur les exemples de fous de Sébastien Brandt, le Saint-Empire essuya une cinglante défaite contre la Confédération helvétique à la bataille de Dornach le 22 juillet 1499. Le 22 septembre de cette année-là, le roi Maximilien Ier signa la paix à Bâle et accepta implicitement que cette ville rejoigne la Confédération helvétique dont elle fait aujourd'hui évidemment encore partie. C'est sans doute cette signature qui poussa Brandt à revenir à Strasbourg. En 1501, grâce à l'appui de Maximilien Ier et surtout de Geiler, Brandt obtint un poste prestigieux de conseiller juridique et de secrétaire principal de la ville de Strasbourg. Il employait lui-même le titre de chancelier qu'on a déjà vu tout à l'heure, Kanzler. C'est lui qui allait gérer toutes les affaires importantes de Strasbourg pendant 2 décennies. À la différence de son père et de son grand-père, il n'était pas élu et ne représentait aucune corporation, en particulier la ville de Strasbourg. C'était un haut fonctionnaire et il occupait en quelque sorte l'office suprême, le plus bel emploi auquel il pouvait aspirer. Notre poète, Sébastien Brandt, n'a sans doute jamais vendu une seule bière de sa vie. Pendant qu'il donnait des cours de droit à Bâle et publiait subsidiairement une satire illustrée en allemand, de gravure, son frère cadet Hans gérait l'auberge. Cet aubergiste, Hans, décéda avant Sébastien Brandt, son frère aîné, laissant visiblement l'auberge à son fils, Diebold, le neveu du poète. J'appelle ce Diebold-là Diebold V par ordre chronologique. Diebold V manque dans les Collectanea Genealogica qui ne décrivent que les ancêtres et descendants directs de Sébastien Brandt. Les neveux et nièces et les branches cadettes n'y figurent pas. Comme beaucoup de représentants de la dynastie Brandt, Diebold V, donc le neveu de Sébastien, devint drapier. À son retour à Strasbourg en 1501, Sébastien Brandt s'installa dans une somptueuse demeure appartenant à Maximilien Ier, futur empereur.
Cette maison était située au 18 quai Saint-Nicolas. C'est ici que Sébastien Brant résidait quand il mourut le 10 mai 1521. Une plaque apposée en 1957 commémore cette période de la vie de Sébastien Brant. Une autre fut apposée en décembre 2019 sur le mur du 16 de la rue d'Or pour commémorer la maison natale de Brant. Vous vous souvenez, j'espère, que l'auberge au Lion d'Or ne se situait pas au 16 mais au 14 rue d'Or, mais cette adresse n'existe plus si vous y allez, car il y a eu la grande percée à cet endroit-là dans les années 20. Aujourd'hui, la rue de la Première Armée et les lignes A et D du tram passent en plein milieu de l'endroit où se trouvait autrefois l'auberge. Onufrius, dont nous avons parlé, est décrit dans les registres paroissiaux et divers documents comme marchand, Händler. Mais il est possible qu'il ait repris l'auberge familiale parallèlement. Il fut en tout cas élu au Grand Sénat dans la corporation des Francs-Bourgeois, en allemand Friburger, et qui était celle des aubergistes. Comme vous le voyez, Onufrius appela son fils aîné Sébastien, d'après son père, le poète. Donc nous avons Sébastien II. On peut l'appeler ainsi en tout cas. Sébastien II devint aussi marchand, mais se livra surtout à la vente de draps. Il intégra aussi le Grand Sénat, donc c'est le quatrième représentant de la famille à être au Sénat, et mourut en 1565 durant son mandat. Pendant une centaine d'années, nous ne verrons plus les Brant au Sénat. Sébastien II s'était marié à Saint-Nicolas, mais fit baptiser ses enfants à Saint-Thomas. Il s'était donc installé de l'autre côté de l'île, apparemment. Conformément à la tradition familiale, Sébastien II appela ses fils Diebold, Hans et Sébastien, mais c'est finalement son cinquième fils, Bernard, qui allait avoir la postérité la plus longue. J'ai appelé le frère aîné de ce Bernard, Diebold VI. Nous le voyons ici entouré en rouge, en quatrième génération après Sébastien Ier, le poète, là un peu à gauche. Vous voyez, j'ai entouré en rouge la filiation de Sébastien Brant. Donc on arrive à Diebold VI, auquel nous allons nous intéresser un peu. Alors, Sébastien Ier, le poète, Onufrius Ier, marchand et sénateur. Ensuite, Sébastien II, drapier, donc non pas fabricant, mais plutôt marchand de draps, Tuchhändler, en tout cas dans les registres paroissiaux. Et nous arrivons ensuite à Diebold VI, qui embrassa la carrière de son père et se lança dans le commerce de draps. En 1590, il acheta à un orfèvre une maison appelée Zu dem Drachen, en français au dragon. Cette maison était située au 40 rue des Halbardes. Cette adresse abritera au XIXe siècle la brasserie au serpent, donc non plus au dragon mais serpent, et aujourd'hui un opticien. Si j'évoque cette adresse, c'est parce que Diebold VI y fit encastrer l'épitaphe de son arrière-arrière-grand-père dans le mur. Revenons à notre mine d'informations sur la famille Brant, le manuscrit MS 1058, feuillet 28, verso. Tout en bas, nous trouvons, on va regarder ce qui était en haut tout à l'heure, on va s'intéresser à ce qui est en bas maintenant. Tout en bas, nous trouvons de précieux renseignements sur l'épitaphe. Il s'agit en fait du premier témoignage de l'existence même de cette pierre, que j'appellerais presque une pierre précieuse. Je vous lis quelques lignes, ensuite vous aurez la traduction. Epitaphium, c'est toujours ce mélange d'allemand et de latin. Epitaphium doctoris Sebastiani Brandi. Et ensuite, il y a le texte de l'épitaphe, Sebastiano Brandt, etc. Un peu plus loin, dabei waren unten daran zwei Schilde, zwischen diesen stund omnia mors equat. Dieses Epitaphium ist in dem Münsterall hier gewesen, etc.
En français, les épitaphes du docteur Sébastien Brandt. À Sébastien Brandt de Strasbourg, docteur de l'un et l'autre droit, poète et orateur très éloquent, secrétaire principal de cette ville, très digne comte palatin du Saint-Empire, enseveli ici, donc à la cathédrale. Toi qui regardes ce marbre, souhaite à Brandt le ciel. Il vécut 64 ans. Ici, il y a une faute de copie, c'est marqué 63 ici, mais dans le vrai texte, c'est 64. Il est mort en 1521, le 10e jour du mois de mai. Dessous, il y avait 2 blasons, entre lesquels il était écrit « La mort égale toute chose ». Cette épitaphe se trouvait dans la cathédrale de notre ville, où il, Sébastien Brandt, est également enterré, mais avec d'autres épitaphes, et l'en a été retiré. Ensuite, son arrière-petit-fils, Monsieur Thibault Brandt, Thibault Brandt, c'est marqué là, a fait mettre cette pierre dans le mur de sa maison, donc c'est marqué, in seine Behausung, Stein, etc., in die Mauer gesetzt, dans la Fledergasse, alors Fledergasse, pas Fleder, mais Fledergasse, c'est la rue des Halbardes, maison qui a, c'est marqué, hat einen steineren Gang, qui a une loggia en pierre au-dessus de la porte. Fin de citation. Grâce à la conservation de l'acte d'achat de la maison, nous connaissons l'adresse exacte que je vous ai montrée tout à l'heure. La description de l'épitaphe est exacte, parce qu'elle est conservée. Voici l'histoire extraordinaire de cette pierre. Elle fut réalisée non pas par la famille, comme une pierre tombale, mais par la ville de Strasbourg en reconnaissance pour les 20 années de bons et loyaux services de son secrétaire principal. L'épitaphe contient le seul témoignage de la date exacte de décès de notre poète, qui est bien le 10 mai 1521. Il est dit qu'il vécut 64 années, non pas qu'il mourut en sa 64e année. Ça fait une petite différence. Cela implique une naissance en 1457 et non pas en 1458, comme on peut parfois le lire. La pierre resta d'abord pendant quelques décennies à la cathédrale, avant d'être encastrée dans la loggia de Thibault Brandt, dans la rue des Halbardes. Elle y demeura jusqu'en 1675. Cette année-là, Johann Daniel Brandt, attention, arrière-petit-fils de notre poète, je vous ai montré plusieurs fois les 11 générations, Johann Daniel Brandt, premier, fit transférer la pierre dans sa maison qui s'appelait en allemand à l'époque Zum Nesselbach, c'est-à-dire en français au ruisseau des orties. Cette maison de Johann Daniel Brandt, achetée par Johann Daniel Brandt, était située au 18 quai Saint-Nicolas. Par le plus extraordinaire des hasards, Johann Daniel avait acquis en 1671, pour exactement 425 florins, l'adresse où son illustre ancêtre avait vécu 150 ans plus tôt. La résidence impériale de Sébastien Brandt, la résidence impériale où Sébastien Brandt avait passé les 20 dernières années de sa vie venait à cette époque-là d'être réduite en cendres par un incendie. Johann Daniel Brandt fit diriger une nouvelle maison sur le terrain qu'il avait acheté, et cette nouvelle maison fut à son tour détruite par les flammes au XIXe siècle. La maison qui se trouve aujourd'hui au 18 quai Saint-Nicolas date de 1850 et son premier locataire n'est d'autre que Louis Pasteur. Si vous vous y rendez, vous ne verrez qu'une seule plaque commémorative qui ne rappelle pas Louis Pasteur, mais celle du séjour de Sébastien Brandt. Donc là, j'en conclus que la renommée de Sébastien Brandt égale, voire dépasse, celle de l'inventeur du vaccin contre la rage. Personne, en tout cas, n'a songé à informer les touristes qu'une autre célébrité a résidé au même endroit
que l'auteur de La Nef des Fous. On les voit à nouveau. Jean Daniel, dont je viens de parler, est le premier de trois Brantes à s'appeler ainsi. Nous l'appellerons donc Jean Daniel Ier. Il représente le retour de la dynastie dans la politique. C'était un très riche marchand et il possédait d'autres maisons à Strasbourg. En 1680, il fut élu pour la première fois au Grand Sénat dans la corporation, non pas des aubergistes, mais celle des marchands. Ça s'appelait la corporation au miroir. Parmi ses titres, il avait le titre de Dreier des Pfennigturms. Autrement dit, il était l'un des trois plus importants responsables des finances de la ville. Dans la Pfennigturm, il y avait l'argent de Strasbourg. Donc en 1689, Jean Daniel Ier intègre le Conseil des 15, qui est un conseil un peu plus restreint que le Grand Sénat, et il acquiert ainsi un niveau de responsabilité politique jamais atteint jusque-là par un représentant de sa dynastie. Donc c'était les 15 les plus importants, alors que le Grand Sénat comptait de plus nombreux représentants. En 1693, Jean Daniel Ier finit même membre du Conseil des 13, l'instance suprême de la ville de Strasbourg. Ce Sénat, le Conseil des 13, siégeait dans un bâtiment appelé la Pfalz, situé place Gutenberg, et détruit pendant la Révolution française. La salle du Conseil des 13 était décorée de 52 fresques appelant les élus à la vigilance. Les fresques illustraient l'histoire de Strasbourg depuis l'Antiquité et sa lutte pour la liberté. Elles dataient de l'époque de Sébastien Brandt et avaient peut-être été réalisées par le plus illustre des peintres alsaciens, Hans Baldung Grien, à qui la Kunsthalle de Karlsruhe vient de consacrer une magnifique exposition. Les 52 fresques ne furent pas exposées à Karlsruhe car elles n'existent plus. Nous les connaissons seulement grâce à une inscription manuscrite qui conserve les poèmes qui les accompagnaient. Chaque fresque était suivie d'une légende versifiée, exactement comme chacune des gravures de la Nef des Fous était commentée par des vers. L'auteur des légendes des fresques et le commentateur des gravures est en effet la même personne. La légende des 52 fresques constituait un poème global de 311 vers que Sébastien Brandt avait appelé en allemand Die Freiheitstafel, fresque de la liberté. Autrement dit, le lieu suprême des élus de Strasbourg, la salle suprême des élus de Strasbourg, équivalent de la salle du conseil municipal actuel, était décorée depuis le XVIe siècle d'une allégorie de la liberté, l'un des trois piliers de la République moderne. Jean Daniel Ier décéda le 15 janvier 1700 à Francfort lors d'un voyage. Son testament, qui signa 2 jours avant sa mort, a été conservé. L'importance de ce marchand est confirmée par l'édition à Strasbourg d'un recueil de 26 pages avec son portrait d'une part, mais aussi avec une oraison funèbre très longue, rappelant la vie du défunt et de très très nombreux éloges versifiés composés par les uns et les autres. Nous notons le double blason familial sous son portrait, c'est tout petit sous le portrait, je l'ai agrandi à gauche. En haut, nous voyons un homme qui tient 2 flambeaux en référence au patronyme Brandt qui signifie feu en allemand. En bas, nous voyons un moulin à aube, une roue à aube sur un coussin renvoyant au mythique fondateur de la dynastie, le légendaire meunier de Spire. Jean Daniel Ier était allé à Francfort pour régler la succession de son fils Jean Daniel II, ou Johann Daniel II, décédé 4 mois avant lui-même, à l'âge de 33 ans seulement. Celui-ci était également marchand et s'était installé à Francfort 1 an avant sa mort. Il laissa derrière lui une veuve avec 7 jeunes enfants, dont l'aîné s'appelait Jean Daniel comme lui-même et son
propre père, membre du Conseil des 13. Jean-Daniel III sera le dernier représentant strasbourgeois en lignée masculine de la dynastie Brandt. Il aura bien un fils qu'il appellera évidemment, je vous le donne en mille, Johann Daniel, mais ce Johann Daniel IV mourra en bas âge. Aux archives municipales, il existe un inventaire détaillé de l'héritage de Johann Daniel III. Il fut établi en 1760. Il est possible que l'épitaphe de Sébastien Brandt y soit mentionné. Après tout, la pierre en marbre pèse environ 200 kg. Je n'ai pas pu vérifier aux archives encore. Nous savons que la pierre intégrale à musée personnel de Johann Daniel Schöpflin, professeur d'histoire et d'éloquence de l'Université de Strasbourg et grand collectionneur de livres et objets anciens. Il habitait 19 place Saint-Thomas et l'église Saint-Thomas abrite aujourd'hui son monument funéraire. Schöpflin délégua sa collection à la bibliothèque municipale qui se trouvait dans l'ancienne église des Dominicains à l'emplacement actuel du Temple Neuf. L'épitaphe de notre poète subit donc un nouveau transfert. Sa présence dans la salle Schöpflin de la bibliothèque municipale est signalée en 1819. En 1870, l'église des Dominicains est totalement détruite lors du siège et bombardement de la ville par les Allemands. Miraculeusement, l'épitaphe survécut à l'incendie avec une certaine dégradation de son inscription. Quelques lettres, vous le voyez, et les deux blasons sont perdus. Charles Schmitt, un historien chanoine de Saint-Thomas, fut le premier à décrire la pierre après l'incendie. Il n'indiqua pas l'emplacement de l'épitaphe qui disparaît ensuite de nos radars pendant près d'un siècle. Ce n'est qu'en 1961 que l'historien d'art, Théodore Rieger, signale sa présence à l'entrée de l'église Saint-Thomas. Elle se trouvait encore à cet emplacement en 1983, quand sa fabuleuse histoire fut enfin reconstituée par le binôme Rudolf Peter et Bernard Keller, auteurs tous deux décédés. Ces deux auteurs eurent la lumineuse idée de prendre l'épitaphe en photo. C'est la photo que vous voyez ici. C'est la plus ancienne photo connue à ce jour de la pierre. Récemment, j'ai passé plusieurs heures à parcourir les archives de Saint-Thomas conservées à la médiathèque protestante, mais malheureusement sans trouver une photo plus ancienne. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour lancer un second avis de recherche. Si quelque auditeur possède dans son album photo personnel une photo antérieure à 1983, sachez qu'elle fait partie du patrimoine de notre ville et que nous serions très heureux de la connaître. En conclusion de cette histoire un peu décousue de la dynastie Brandt, je tiens à remercier les 3 universités de Strasbourg, Bâle et Fribourg en Brisgau, ainsi que la ville de Strasbourg pour leur générosité. Grâce à un cofinancement trinational, la pierre est actuellement en restauration à Illkirch dans les ateliers de la société Mescla, spécialisée dans ce type de travaux. Le 11 février dernier, cette société a dû monter un échafaudage pour desceller la pierre. Les travaux de démontage ont duré 3 heures dans le froid. Nous espérons pouvoir dévoiler la pierre restaurée pour le 10 mai. Cette conférence que je viens de terminer, ou je suis en train de terminer, repose sur les travaux d'archives que j'ai menés il y a 2 ans dans le but de publier un ouvrage sur la dynastie Brandt des origines à nos jours. Sur mon disque dur personnel, j'ai un manuscrit presque achevé de 320 pages avec des fiches généalogiques sur plus de 300 Strasbourgeois portant le patronyme Brandt, écrit initialement avec un T correct et phonétique, plus tard avec un D étymologique, parfois aussi avec les deux. Si un bienveillant éditeur se trouve parmi l'auditoire et brûle d'envie de publier un livre sur l'une des plus illustres familles de Strasbourg, il saura désormais à qui s'adresser. Terminons notre voyage à travers le temps par quelques lieux de mémoire que vous pourrez découvrir vous-même en vous promenant.
Voici la plus ancienne vue des deux maisons où Sébastien Brand a passé la majeure partie de sa vie. Entre les deux flèches, celle d'en haut et celle d'en bas, entre les deux flèches, nous voyons le début de la rue d'Or depuis Lille. Le triangle de maisons au centre, qui se termine à droite par l'église Saint-Nicolas, est aujourd'hui traversé par le tram et le pont a été déplacé. Voici la photo la plus ancienne de la rue d'Or. Le numéro 14 est la maison la plus basse à droite de l'orfèvrerie. Nous ignorons si cette photo représente vraiment la maison natale du XVe siècle ou une construction plus récente. Voici une photo prise par Jean-Luc Amann le jour du dévoilement de la plaque commémorative. Voici la maison de Brand à Bâle pendant qu'il était professeur. C'est d'entre ces murs qu'il rédigea la Nef des Fous. Nous ignorons où il résidait quand il était encore étudiant. Voici la plaque du 18, quai Saint-Nicolas, où vécut aussi Louis Pasteur et où l'épitaphe de Sébastien Brand était conservée pendant près d'un siècle. Je vous avais annoncé, si vous avez bien écouté, que je vous présenterai aussi un descendant de Sébastien Brand qui l'égale en notoriété. Il s'agit d'Albert Schweitzer. Il descend de la fille du poète Anna Brandt, en deuxième génération là en haut, et partage théoriquement, selon mes calculs, 0,12 pour 1000 de son génome avec Sébastien Brand. Les descendants du poète en lignée féminine sont très nombreux et se comptent aujourd'hui par milliers. Voici un descendant qui n'est mentionné dans aucun ouvrage sur Sébastien Brand. Je l'ai découvert il y a 2 ans par hasard. Alors qu'on croyait toutes les lignées masculines de la dynastie éteintes, il s'avère que le patronyme a survécu longtemps de l'autre côté du Rhin. Johann Brandt, 6e génération, un des descendants directs du poète, est bien né à Strasbourg, mais il partit à Tübingen pour faire ses études et resta en Bade où il fonda une nouvelle lignée. Ces Brandt étaient pasteurs et comptables pendant 4 générations et embrassèrent ensuite une carrière militaire et finirent par obtenir leur lettre de noblesse. Voici Wilhelm von Brandt, né à Londres et descendant direct de notre poète en 12e génération. Il est donc plus proche de Sébastien Brand qu'Albert Schweitzer. Wilhelm von Brandt fut stationné à Strasbourg pendant la période allemande et c'est là qu'il découvrit, par hasard, son ascendance. Lors de son anoblissement, sa lignée avait choisi un autre emblème que la roue à aube que nous avons vue tout à l'heure. Wilhelm von Brandt entreprit des recherches généalogiques assez poussées et tenta de réunir ses armes à celles de ses ancêtres. Ses manuscrits et ses lettres de noblesse se trouvent à Stuttgart et n'ont jamais été étudiés. Comme il parle de ses 3 enfants dans ses manuscrits, j'ai poursuivi mon enquête et j'ai réussi à trouver 2 des 3 actes de naissance de nos 3 enfants s'appelaient Ernst, Marie Bertha et Rolf. Il s'avère que 2 des 3 enfants sont nés à Strasbourg pendant la période allemande, Ernst et Marie Bertha. Le cadet Rolf est lui né à Berlin. On perd sa trace pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon un ajout, Ernst aurait porté le nom de la dynastie jusqu'à sa mort près de Tübingen en 1988. J'ignore s'il a eu un fils qui pourrait être encore en vie et perpétuer la lignée. Si vous voulez ajouter un lieu de mémoire à votre parcours brandtien, vous pourrez vous arrêter devant le numéro 5 de l'ancienne Kaiser Wilhelm Straße. Je ne sais pas si vous savez où elle se trouve. Cette rue a évidemment changé de nom après le retour de l'Alsace à la France. C'est d'aujourd'hui, tout près d'ici, l'avenue de la Liberté. C'est donc dans cette très belle artère qu'est né le dernier descendant direct de Sébastien Brand à porter son patronyme. Si vous voulez poursuivre votre parcours de découverte, sachez qu'il existe à ce jour 18 lieux dans 3 pays qui sont dénommés d'après Sébastien Brand, une place et un café à Strasbourg, 4 établissements scolaires en Alsace et 12 rues et voies de circulation d'importance variable, dont 9 en Alsace. L'Allemagne n'en compte que 2, Bâle, autre haut lieu brandtien, seulement une ruelle. La ville de Landser, près de Mulhouse, que Sébastien Brand a rendue célèbre dans un poème sur une truie à 8 pattes,
qui a réellement existé, a d'ores et déjà décidé de dénommer une rue d'après lui, mais le lotissement attend encore d'être construit. En 2019, lors du dernier colloque sur Brandt, le président de l'Université de Strasbourg, M. Michel Denneken, récemment reconduit, a promis d'honorer la mémoire du poète en baptisant une salle ou un amphi du campus, d'après notre poète, lors du 5e centenaire de sa mort, donc c'est cette année. Je ne manquerai pas de lui rafraîchir sa mémoire s'il oublie sa promesse. Voici un lieu idéal pour commencer ou terminer votre promenade commémorative. Voici une des écoles Brandt, école primaire Sébastien Brandt à Markolsheim. P-R-A-N-D-T. Personne ne connaît l'origine de cette faute d'orthographe. Voici un collège avec la bonne orthographe B-R-A-N-T. Vous noterez que seule la place Brandt date de l'époque allemande. Les autres dénominations sont toutes relativement récentes et la tendance à choisir le nom de Brandt pour des lieux en Alsace semble s'accélérer, comme le prouve l'exemple de Landser. Si des conseillers municipaux alsaciens écoutent cette conférence, ils trouveront peut-être de l'inspiration pour de futures rues ou d'autres lieux. Voici les deux dénominations les plus récentes. Celle d'Ilkirch détient le record de longueur, avec un boulevard de près de 2 km. À ce propos, je tiens à souligner que la rue brûlée, Brandgasse, n'a rien à voir avec Sébastien Brandt ou avec sa famille, et encore moins avec les Juifs brûlés lors du pogrom. C'est une simple erreur de traduction imputable aux autorités françaises. Je termine mon propos en vous montrant cette belle illustration de la nef des Fous. Je vous invite à la contempler de plus près dans la Kammerzell quand nous aurons tous retrouvé une vie normale. Je vous remercie pour votre écoute.